Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. À 6 jours des élections sénatoriales, Bercy publie la réserve parlementaire des sénateurs. Comment ont-ils utilisé cette enveloppe de 54 millions d'euros? Cette révélation tardive peut-elle avoir un impact sur le scrutin de dimanche prochain? Éléments de réponse dans un instant. Manuel Valls appelle à la fin du conflit aérien au 8e jour de la grève des pilotes d'Air France. Les syndicats ont rejeté la proposition de la direction de suspendre jusqu'en décembre le développement de sa filiale à bas coût Transavia. Nicolas Sarkozy a-t-il réussi son retour après sa première intervention télévisée? L'ancien président va devoir convaincre sa famille politique et rassembler au plus large en vue de 2017. Mais la route sera longue. Quelles sont les conséquences de ce retour? Débat à suivre dans ce journal. L'État islamique appelle au meurtre de citoyens français et américains. L'organisation menace de représailles les membres de la coalition qui combattent. La France n'a pas peur, répond ce soir le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. On l'écoute. La France n'a pas peur. Elle n'a pas peur car ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve menacée par des groupes terroristes qui s'attaquent aux valeurs de tolérance, d'humanisme, de respect des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont les valeurs que porte la France à travers une histoire séculaire. La France n'a pas peur parce qu'elle n'entend pas céder au piège des terroristes. Elle sait que l'unité, la sérénité et la vigilance des citoyens constituent la meilleure des réponses qui puissent leur être opposées. Au 8e jour de grève des pilotes d'Air France, Manuel Valls durcit le ton et exige la fin du conflit. Aujourd'hui, la direction a décidé de lâcher du lest en annonçant la suspension du projet Transavia Europe jusqu'en décembre. Une proposition rejetée par les syndicats. Pauline Dame. Des avions qui devraient rester cloués au sol malgré ce geste de conciliation. Dans une interview donnée au Monde cet après-midi, le patron du groupe Air France KLM présente une ultime proposition: la suspension jusqu'à la fin de l'année du projet de création de filiales de Transavia en Europe. Une ultime provocation pour le principal syndicat de pilotes qui demande l'abandon pur et simple de ce projet. Selon eux, cette annonce n'est qu'un écran de fumée et ne résout aucun problème. Les syndicats redoutent notamment une délocalisation des emplois français et une dégradation de leurs conditions de travail. Du côté de la direction, on en appelle à la responsabilité des pilotes. Nous ne comprenons plus les motifs de la grève. Et donc nous disons au SNPL d'expliquer en quoi est-ce que ce conflit doit continuer quand ce qui serait apparemment les motifs de cette grève ont disparu, ou alors c'est que les motifs sont ailleurs. Mardi, plus de la moitié des avions devraient rester cloués au sol, une grève qui coûterait chaque jour entre 15 et 20 millions d'euros à la compagnie. Manuel Valls à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande. Angela Merkel a qualifié d'impressionnant le programme de réforme du Premier ministre qui a pour sa part promis que le pays allait les mener à bien. On l'écoute. Je veux dire aux Allemands que les réformes, nous allons les faire, car c'est d'abord l'intérêt de la France. Et malgré les difficultés, la France va faire les réformes pour elle et pour l'Europe. Et moi, j'ai besoin aussi de la confiance du peuple allemand. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté l'agenda des réformes. Et je crois que la France entreprend une somme impressionnante d'efforts. Selon moi, ce sont des réformes dans les domaines qui vont au final décider de la compétitivité. À 6 jours des élections sénatoriales, la publication tardive par Bercy de la réserve parlementaire, cette enveloppe de 54 millions d'euros vient troubler la campagne. Cet argent public permet en effet de financer les projets de sénateurs dans leur circonscription. Les explications de Quentin Calmet. Bercy s'est enfin décidé à publier les chiffres de la réserve parlementaire du Sénat. Elle atteint en 2013 53,9 millions d'euros répartis en plus de 6 000 subventions. Travaux sur la charpente d'une église, réfection de la voirie ou encore réhabilitation d'une salle des fêtes. Ces 53 millions d'euros sont répartis de manière arbitraire entre sénateurs, avec une enveloppe allant de quelques milliers d'euros à plus de 2 millions. Les sénateurs qui siègent en commission bénéficient d'une réserve plus importante. Philippe Marini, président de la commission des finances, dispose de plus de 2 millions. Quant à Gérard Larcher, ancien président du Sénat, il s'est vu octroyer 1,7 million d'euros au titre de cette réserve.
L'utilisation de ces enveloppes reste à la discrétion des sénateurs et fait parfois polémique, car aucune règle précise ne régit cette utilisation ou son contrôle. C'est pourtant à travers l'amendement de Laurence Rossignol, à l'époque sénatrice socialiste, que ces mesures sur la transparence de la vie publique avaient été élargies à la Haute Assemblée. Et selon un sondage IFOP publié par Ouest France, seule la moitié des Français considèrent que le Sénat joue un rôle important dans la vie politique en France. Pour en parler, notre invité Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion publique à l'IFOP. Merci d'être avec nous. Alors, dans ce contexte, 35% eh bien, des Français, c'est ce que révèle votre étude, se déclarent seulement concernés par ces élections sénatoriales. Comment explique-t-on ce manque d'intérêt des Français pour le Sénat ? Alors le manque d'intérêt, il est assez classique vis-à-vis de la Haute Assemblée, puisque les Français ont acté l'idée que le mot de la fin revenait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas forcément de gros suspense. Dans la même enquête, 3/4 de nos concitoyens estiment ou pensent que le Sénat devrait rebasculer à droite, donc il n'y a pas d'enjeu majeur. Et puis, troisième élément, on le voit également, l'image du Sénat en quelques années s'est quand même passablement détériorée sur toute une série de dimensions, qu'il s'agisse de la proximité, du caractère représentatif. Et donc, c'est toute cette mise à distance, cet éloignement de l'institution sénatoriale vis-à-vis de la population qui explique sans doute aussi pourquoi seul un tiers de nos concitoyens se disent intéressés par ce qui s'y passe et par l'élection qui va avoir lieu prochainement. Alors justement, peut-être quand même la perspective d'un basculement à droite du Sénat stimule un peu plus la frange la plus politisée de la population qui a quand même un certain intérêt pour cette élection. Voilà, alors c'est l'électorat de droite qui est le plus sensible à ces questions-là parce qu'elle sent la victoire possible et c'est également les catégories traditionnellement les plus intéressées par la politique, les personnes âgées, les plus de 65 ans et puis aussi les cadres et les professions libérales qui se disent un peu plus intéressés. Mais quelques chiffres quand même, seulement 28% de nos concitoyens estiment que le Sénat représente bien les territoires ruraux, et même qu'on interroge les ruraux eux-mêmes, ils sont dans les mêmes proportions à juger ne pas être bien représentés par le Sénat. Sur le caractère moderne ou représentatif de l'ensemble de la population, là on tombe sous les 20%. Donc il y a, quelle que soit la nature de celui ou celle qui sera élu prochainement, il y a un vaste chantier pour moderniser et retravailler cette image du Sénat qui aujourd'hui en a bien besoin. Effectivement, vous parlez de cette dégradation globale. Ce sera un enjeu de la prochaine élection, donc au plateau, à la présidence du Sénat. Ah oui, ça on peut le penser, puisque l'IFOP avait mené une enquête il y a 3 ans, lors des précédentes sénatoriales, et la dégringolade est assez spectaculaire. On est de l'ordre de 10 à 15 points selon les items, donc c'est quelque chose de quand même très très marqué, très très appuyé. Sans doute que l'attention qui s'est focalisée sur ce qui se passait à l'Assemblée avec le mouvement des frondeurs, etc., a détourné un peu la lumière du Sénat. Mais il faut prendre en compte cette réalité et que les prochains responsables de cette vénérable maison trouvent les moyens de renouer le contact avec la population et les Français. Alors vous estimez également bien que du coup ce basculement à nouveau à droite pour le Sénat risque de devenir un symptôme supplémentaire de l'affaiblissement de la gauche au pouvoir. Alors effectivement, il n'y a pas de suspense aujourd'hui pour les citoyens que nous avons interrogés. Historiquement, le Sénat était plutôt à droite. La parenthèse qui a eu lieu, qui s'est ouverte en 2011, apparaît aujourd'hui un peu comme une anomalie, même si on s'intéresse assez peu à l'actualité politique. On sent bien que le résultat des dernières élections, notamment des municipales, devrait profondément modifier le corps électoral des grands électeurs et donc favoriser le retour de la droite. Cette droite qui devrait aussi être favorisée par un contexte national qui est très très défavorable à la gauche. Cette dernière enregistre échec sur échec. Le président de la République est dans les affres du classement en termes de popularité. Et donc tout ça aboutit au fait qu'une large majorité de nos concitoyens pensent que le Sénat devrait, entre guillemets, logiquement rebasculer à droite. Donc il n'y aura pas d'effet coup de tonnerre, ce ne sera pas un effet de surprise comme ça avait pu être le cas en 2011, mais ce sera juste une nouvelle illustration pour la population que voilà, la gauche au pouvoir connaît difficulté sur difficulté. Il y a eu 2 défaites déjà, les européennes et les municipales. Le Sénat, on se dirige vers une 3e. Il faudra voir l'ampleur du désaveu. Et puis, avec les annonces qui ont été faites, on aura des cantonales et des régionales qui seront découplées. Donc, on peut aussi s'attendre à de nouvelles difficultés pour la gauche. Et donc,
le Sénat sera, et ces sénatoriales seront une étape supplémentaire dans cette espèce de chemin de croix. Merci Jérôme Fourquet. Vous restez avec nous puisqu'on va effectivement parler d'un autre thème ce week-end. C'était le retour de Nicolas Sarkozy. On en parle tout de suite dans notre débat. Le retour de Nicolas Sarkozy, loin de faire l'unanimité de la classe politique. À droite, l'appel au rassemblement lancé hier par l'ancien chef de l'État est loin d'être acquis. Ce soir, Alain Juppé, candidat à la primaire UMP pour 2017, promet un conflit dur, je cite, si Nicolas Sarkozy abandonne les primaires. Mounir Soussi. Nicolas Sarkozy à la une de tous les journaux, une nouvelle qui enchante forcément ses proches, qui voient enfin le retour d'un chef avec l'autorité nécessaire pour rassembler son camp. Il a la politique de main tendue, on l'a bien vu hier, à l'égard de Juppé, à l'égard de Fillon. Il a dit des choses très aimables, qui sont plutôt rassurantes pour tout le monde. Et donc on va arrêter les chicayas entre nous qui exaspèrent nos militants. Un discours d'unité au moment où les premières tensions apparaissent. Alain Juppé, en course pour l'Élysée, réaffirme sa détermination. Il ne reculera pas face à Nicolas Sarkozy, même si pour l'instant il joue l'apaisement. J'ai été sensible aux paroles aimables qu'il a eues à mon égard. J'ai fait de même d'ailleurs hier en Angoulême. Donc voilà, je pense que cette élection va bien se passer. Il y a 2 mois devant nous pour l'organiser dans les meilleures conditions. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Des sourires de façade pour masquer les éventuelles divisions. À gauche, on ne se prive pas d'appuyer sur ce risque dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et ses futurs adversaires. Je constate qu'il les traite avec beaucoup de condescendance. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a un style Sarkozy qui va créer des divisions, de la difficulté dans son propre camp. Il prétend rassembler les Français, il divise son camp. Au Front National, si on critique l'intervention de Nicolas Sarkozy sur le fond, c'est surtout la forme qui irrite. Je n'aime pas ces techniques de communication qui sont maintenant tellement visibles et je pense tellement rejetées des Français. Ils ne veulent plus de cela. Ils ne veulent plus être dirigés par des communicants. Hier soir, Nicolas Sarkozy lançait son offensive médiatique. Elle durera au moins jusqu'à fin novembre, date de l'élection du nouveau président de l'UMP. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Corinne Narassiguin, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Robert Rochefort, vice-président du MoDem. Merci d'être là. Et Jérôme Fourquet, vous êtes donc directeur du département opinion publique de l'IFOP. Alors, Corinne Narassiguin, qu'avez-vous pensé de l'intervention télévisée de l'ancien chef de l'État hier soir? On a vu quelqu'un qui en fait n'avait pas du tout changé. On voit qu'il continuait à s'agiter beaucoup et que contrairement à ce qu'il nous avait promis sur Facebook vendredi, il est déjà dans l'affrontement et l'arrogance. Donc il n'y a pas de surprise, c'était même pas un vrai retour parce qu'en fait il n'était jamais vraiment parti. Et donc maintenant on voit que ça va créer pendant un moment beaucoup de remous à l'UMP. Robert Rochefort, votre analyse, effectivement, ce que vous disiez hier. C'est vrai que c'est pas une surprise. Oui. C'est vrai que c'est pas une surprise. Maintenant, je pense pas qu'il faut non plus en conclure que les jeux sont faits. Enfin, moi, je suis pas à l'UMP, c'est pas mon sujet, puisque Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de l'UMP. Mais quand on dit, comme je le vois depuis hier ou avant-hier, que ça y est, l'autoroute est dégagée, que ça veut dire qu'il va écraser tout le monde, qu'ensuite, pour la présidentielle, il va également gagner, écraser ses candidats. Je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent. On verra bien qui en sortira. Et puis, évidemment, j'ai été sensible, comme tous les centristes, à cet appel au rassemblement de la droite et du centre. Et qui, dans la forme dont l'exprime Nicolas Sarkozy, ne nous convient pas vraiment, puisque Nicolas Sarkozy propose de refaire ce qu'a été l'UMP, qui se voulait déjà un regroupement de l'ancien RPR et des centristes. Et vous savez qu'avec François Bayrou, nous n'en avons pas été, parce que nous considérions justement qu'il fallait un pluralisme d'expression, qu'il fallait que les Français entendent des points de vue qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, je vous cite juste un exemple, je suis député européen, et il est clair que la refondation et le fait que la France sorte de ces difficultés ne passera que par un engagement européen extrêmement fort. Avec nos amis de l'UDI, c'est ce que nous partageons. Avec les gens de l'UMP, il y a un petit débat sur ces questions. Donc voilà, d'une part, peut-être que le débat n'est pas fermé, il y a aussi d'autres candidats. Et deuxièmement, n'allons pas trop vite en besogne sur l'idée de rassembler tout le monde avec l'idée de faire taire les hypothèses de débat et de discussion entre nous. Jérôme Fourquet, ce retour de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il perturbe davantage la droite que la gauche, selon vous? Écoutez, pour l'instant, c'est surtout à droite que ça se passe. Un sondage qui a été réalisé après son intervention, qui montre qu'auprès des sympathisants de l'UMP, Nicolas Sarkozy a marqué des points, tant dans la perspective de 2017
que dans la perspective du congrès du parti, où auprès des sympathisants, on n'est pas sur les adhérents, on est les sympathisants, il progresse sensiblement. Donc il y a un effet, il y a un moment qui s'est noué hier. Bien, il était déjà assez dominant, il creuse l'écart avec Alain Juppé. Maintenant, encore une fois, 2017 c'est loin, et attendons de voir déjà ce qui va se passer sur les... Je peux poser une question aux sondeurs, parce que j'ai été sondeur dans ma vie antérieure. Juste une question, très courte. Est-ce que dans le sondage depuis hier ou avant-hier, vous demandez aussi aux gens si cette question les intéresse plus, moins, un peu ou pas du tout, par comparaison avec la question du chômage, la question du pouvoir d'achat. Voilà, j'aimerais avoir une réponse à cette question. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine étude de l'IFOP. Un confrère averti, effectivement. Oui. Là, il y a un moment médiatique très important autour de Nicolas Sarkozy, mais on voit bien dans les conversations des Français que les sujets de fond sont différents. Là, après, il faudra voir si Nicolas Sarkozy, qui a voulu s'inscrire un peu dans une démarche gaulienne ou gaulliste, en disant on va rassembler, on va recréer quelque chose qui ressemblerait, pour parodier Malraux, à la sortie du métro à 5 heures. Est-ce que ça, aujourd'hui, venant de lui, il est capable de surmonter les clivages et de rassembler au-delà de sa famille politique? On voit déjà qu'avec la famille centriste, il y a quelques divergences encore à aplanir. On va y revenir. Alors, il est très loin du gaullisme. On l'a vu, c'est une démarche assez narcissique où il essaie de réunir autour de sa personne. Il n'a rien proposé hier soir. Il a beaucoup critiqué. Il a fait semblant de faire un bilan plutôt psychologique sur sa présidence, mais pas du tout sur son action politique. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucun contenu. Donc, on ne rassemble pas son contenu. Finalement, c'est le meilleur ennemi de la gauche, Nicolas Sarkozy. Ce retour, ça peut être analysé comme ça pour vous ? Nous, on est concentrés sur ce qu'on a à faire. Le gouvernement agit pour les Français. Le Parti socialiste, aujourd'hui, est préoccupé par sa propre réflexion sur les États généraux pour dégager une ligne politique claire aussi pour les années à venir. Donc, pour nous, ça ne change pas grand-chose en réalité, puisque, comme je vous le disais, tout le monde s'attendait à ce retour en fanfare de Nicolas Sarkozy. Robert Rochefort, est-ce que ça va pousser ? Oui, allez-y. Vous voyez bien ce que ça veut dire de la crise politique actuelle. Quand Nicolas Sarkozy se présente avec ce qu'il a mis sur Facebook, et même hier, finalement, il joue le rassembleur sans rien dire sur le fond. Parce que, comment dire, comme vous le disiez... Ça viendra peut-être dans une seconde étape. Oui, mais quant aux socialistes, la situation est la même. Moi, je ne crois pas du tout, par exemple, que l'arrivée de Manuel Valls ou même le vote technique de la confiance, et non pas politique, il y a quelques jours, voudrait dire que les socialistes ont réglé leurs problèmes et qu'ils ont fait leur Bad Godesberg, comme on dit, c'est-à-dire je ne crois pas du tout. Je crois que j'aurais même tendance, je ne suis pas non plus socialiste, à penser que le cœur même du Parti socialiste est plutôt resté dans son courant traditionnel. Donc on est dans les semaines qui viennent, puisque justement c'est le but des États généraux. On verra. Mais on en est là, à droite et à gauche. Alors nous avions nos universités ce week-end. Oui, hier à Guidel. Voilà. Oui. Et on veut dire que, fidèle à ce que nous sommes les centristes, non, il y a aussi la possibilité peut-être de voir les choses autrement. Est-ce que ça oblige le MoDem à se définir sur une ligne anti-sarkozyste? Non, je veux dire, on n'est pas plus anti-sarkozyste qu'on est anti-Hollande. C'est pas une question de personne. C'est une question d'évaluation des politiques qui sont réalisées. Bon, si nous sommes très critiques et dans l'opposition à François Hollande, c'est parce que depuis 2 ans et demi, nous trouvons que le bilan est catastrophique. Et par rapport à Nicolas Sarkozy, nous étions critiques avec lui en tant que président. Maintenant, il n'y a pas de procès d'intention à lui faire a priori, puisque de toute façon, il n'y a pas de proposition qui soit réellement sur la table. Il nous dit qu'il va les faire en 3 mois. C'est court, 3 mois, on va bien voir. Jérôme Fourquet, on voit que le plus dur reste à faire pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'un sentiment de lassitude peut être observé aussi de la part des Français? Écoutez, oui, alors un sentiment de lassitude déjà de manière plus générale vis-à-vis de la politique. Il voit les alternances se succéder les unes après les autres sans que les problèmes soient vraiment véritablement réglés. On ne peut pas parler non plus fondamentalement d'un renouvellement de la vie politique française. Donc tout ça s'accumule et contribue à un très fort sentiment de défiance. Après, pour ce qui est uniquement de l'électorat UMP, il ne vous a pas échappé qu'il y ait des crises très violentes au sein de cette famille politique, et donc le retour de Nicolas Sarkozy, pour l'instant, est quand même quelque chose qui est relativement apprécié. Mais il y a sans doute un quiproquo qui commence à se dessiner, ou un paradoxe, c'est que l'électorat de droite aujourd'hui plébiscite le Nicolas Sarkozy de 2012 sur une ligne assez musclée, assez droitière, et c'est pas évident au regard des quelques bribes d'informations qui ont été lâchées par ses proches que ce soit cette ligne-là qui l'ait plébiscitée. Donc là aussi, je pense que voilà, on a encore du pain sur la planche et qu'il y a pas mal de choses de réglage à opérer.
Corinne Rassinger, il faudra effectivement aussi que la droite clarifie sa position. Pour le coup, je crois que les militants UMP ont raison quelque part, parce que je pense que personne ne peut vraiment croire que Nicolas Sarkozy est capable de dépasser les clivages politiques. C'était quand même lui le champion de la droite décomplexée. Alors, on a une autre étude, cette fois-ci BVA pour Public Sénat, Jérôme Fourquet. Et selon un sondage, eh bien, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à convaincre au-delà de son camp après son intervention d'hier. 54% des sondés ne l'ont pas trouvé convaincant. Donc là, on se situe au-delà des sympathisants UMP. Ça vous surprend, ce résultat? Non, alors on sait qu'on est dans un pays qui est, même si lui il dit que le clivage gauche-droite a plus trop de pertinence, il est quand même très marqué à droite, et donc c'est normal que l'électorat de gauche n'ait pas trouvé convaincant. Il s'était soi-disant astreint à une cure de silence médiatique, mais il avait quand même pris la parole quelques fois depuis 2 ans, sans pour autant esquisser des pistes de rebond. Les Français, tous, gauche et droite confondus, estiment que le pays est vraiment encalminé ou enfoncé dans une crise très très grave et profonde, et ils sont en attente et en recherche d'un chemin de sortie de crise, ce qui n'a pas été, il faut bien le reconnaître, dessiné hier. C'était quand même une intervention qui était assez liminaire, et c'est pas dans ce cadre-là tout à fait étonnant que une bonne partie de la population n'ait pas été convaincue. Il faut, aujourd'hui on juge sur pièce. Il vous a pas échappé que, y compris dans son propre camp, Nicolas Sarkozy n'est pas la personnalité politique préférée. Je crois, vous allez me confirmer, je crois qu'Alain Juppé arrive devant Nicolas Sarkozy. Avec qui le modem est prêt à travailler, c'est ce qu'a dit François Bayrou. En tout cas, ce que nous pensons, c'est que effectivement, Alain Juppé n'aborde pas les problèmes de la même façon que Nicolas Sarkozy. Et nous travaillons effectivement avec lui à Bordeaux, en Gironde, mais ça ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas d'abord envie et besoin d'exprimer le point de vue centriste. Alain Juppé n'est pas un centriste. C'est quelqu'un de droite qui a envie de travailler avec des centristes et qui le fait concrètement. Et nous sommes centristes et nous avons envie de travailler avec des gens qui ont aussi envie de travailler dans un sens qui est d'un rassemblement extrêmement large. C'est à cet égard, oui, effectivement, il y a un discours qui est plus concret probablement que ne l'est celui de Nicolas Sarkozy, qui est plus sous la forme du slogan, d'ailleurs un peu à contresens, parce que je vous rappelle qu'il y a un petit clin d'œil de l'histoire, c'est que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy jouent à contre-jeu de ce qu'ils étaient avant par rapport à l'UMP. Nicolas Sarkozy n'était pas favorable au rassemblement de la droite et du centre au sein de l'UMP, et maintenant c'est lui qui le propose. Je voudrais en tout cas que ce ne soit pas les centristes. Vous remarquerez qu'une certaine façon, comme d'habitude, ils sont courtisés. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne seront pas, les piégés là de la situation. Ils ne se feront pas acheter pour je ne sais quel plat de lentilles. Ils seront d'abord fiers des idées qu'ils défendront devant les Français. Oui, Corinne Rassinger, on a vu quand même hier une attaque violente de son successeur à l'Élysée de la part de Nicolas Sarkozy. Oui, ça s'était attendu. Je pensais à la fois dans son tempérament et puis c'était tout ce qu'il avait finalement comme message à faire passer hier soir. Et puis on a vu aussi des appels du pied vers le Front National, non pas pour faire revenir les électeurs du Front National vers des partis plus républicains, mais plutôt pour aller sur le terrain de Marine Le Pen. On l'a vu avec Schengen, en essayant de faire peur aux Français avec les futurs 2 milliards d'Africains aux portes de l'Europe. On l'a vu aussi se contredire en parlant de société, de la connaissance, tout en critiquant le fait que nous créons 60 000 postes dans l'éducation nationale et sans remettre en cause le fait que lui en avait détruit 80 000. Donc je pense que là, on est vraiment quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut proposer, parce que tout ce qui l'intéresse finalement, c'est lui et sa personne. Jérôme Fourquet, sur ces appels du pied au Front National, vous souhaitez réagir ? C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a aujourd'hui la société française, et c'est quand même sur bon nombre de sujets très, très fortement droitisé. On l'a vu lors des dernières élections européennes. Nicolas Sarkozy connaît sa grammaire électorale, et donc il sait aussi qu'il faut parler à une partie de cet électorat. C'est peut-être aussi pour ça qu'il reste très flou, parce qu'il faudra aller chercher l'électorat de Marine Le Pen, mais aussi l'électorat de François Bayrou. Et donc là, il y a un grand écart qui va être difficile à mener, d'où le fait qu'on ait besoin de différentes figures. On le voit, des gens comme Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet, ce sont 2 tempéraments et 2 sensibilités très différentes à droite, qui sont là pour le flanquer et pour essayer de
ratisser le plus large possible avec comme produit d'appel ou tête de gondole, si vous me permettez l'expression, la figure tutélaire de Nicolas Sarkozy. L'avenir dira encore une fois si cette alchimie, cet alliage peut prendre. Il faut quand même avoir présent l'esprit qu'on est sur un niveau de scepticisme vis-à-vis de la vie politique qui est extrême. On a une abstention qui ne cesse de progresser. Et Nicolas Sarkozy a déçu aussi. Il a été battu en 2012. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc c'est pas évident, en 2 ans et demi seulement d'abstinence, entre guillemets, de revenir comme quelqu'un de complètement neuf et de réussir. Robert Rochefort sur oui, je voudrais dire ce recours face au Front National. Oui, attendez, par rapport au point de vue des socialistes, on peut considérer que créer 60 000 postes dans l'équipe nationale est une mauvaise mesure sans être, comment dire, un adepte de Marine Le Pen. Je voudrais que vous ne fassiez pas d'amalgame. C'est ce que vous avez fait. Vous avez expliqué. J'ai parlé d'une part effectivement de l'appel sur Schengen, etc. Et j'ai parlé effectivement du fait qu'il est dans les contradictions permanentes parce qu'il part dans tous les sens. Non, ce que je veux dire, c'est que, voyez le piège un petit peu dans lequel on est. Moi, je vous dis simplement que nous n'avions ni les moyens budgétaires de créer ces 60 000 emplois supplémentaires, et encore plus grave, que les problèmes de l'éducation nationale. Il s'agit de l'avenir du pays. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important pour l'avenir du pays que l'éducation. C'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Donc ça doit être un Mais budget le problème de prioritaire. l'éducation ne se règle pas par encore plus d'argent. Il se règle par des réformes, une réforme profonde du système éducatif. En tout cas, c'est notre point de vue. Cette réforme, elle ne peut pas réussir si on n'a pas suffisamment d'enseignants dans les classes. Merci à tous les trois. On aura l'occasion de reparler de ces questions et d'éducation. Merci à vous d'avoir été les invités du 24h Sénat. Avant de terminer cette édition, je vous propose tout de suite notre nouvelle série, Le Sénat vu par. Une personnalité revient sur son audition par les sénateurs. Ce soir, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, Jacques Langsad, qui raconte son audition par la Commission des Affaires étrangères. Quand on se retrouve devant ces commissions pour répondre à certaines questions et pour défendre certains sujets budgétaires en particulier, il est clair qu'on est extrêmement prudent. On a en face de soi des gens particulièrement compétents, très compétents, je dois le reconnaître, et donc ça demande une préparation. Le Sénat a le temps. C'est d'un côté un avantage parce qu'il n'est pas dans l'actualité immédiate, il est beaucoup moins poussé par les phénomènes électoraux, le temps électoral, mais en même temps, ça lui donne peut-être presque un peu trop de recul. Le mode de désignation des sénateurs fait qu'ils ont souvent, la plupart du temps, une vraie compétence dans l'administration territoriale. Et ça me paraît un élément extrêmement important pour, je dirais, l'équilibre des pouvoirs en France. J'ai beaucoup travaillé avec les politiques, j'apprécie leur rôle, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais je ne me sens pas du tout... je suis dans un autre monde. Vous n'êtes pas candidat au sénatorial, alors? Je ne suis absolument pas candidat au sénatorial. Voilà pour cette série réalisée par Fabrice Cunet. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk, émission interactive sur Twitter avec le hashtag le22h. Bonne soirée et à demain.